Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition été du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. De la lecture partout et à tout âge, la rédaction de Vosges TV nous présentera le nouveau dispositif d'une bibliothèque en libre service dans une gare. La chaîne Via ATV, elle, nous brossera le portrait de Maya, 10 ans et déjà auteur de son premier roman. Son objectif est clair, remporter l'or olympique à Paris l'an prochain. Télé Grenoble s'est glissé dans la roue de Florian Joigny lors d'un entraînement. C'est un champion paracycliste, vous le verrez, très déterminé. Et puis en fin de journal, il sera l'heure de passer à l'apéritif avec la rédaction de 8 Mont-Blanc. En Haute-Savoie aussi, on aime le pastis, la preuve avec la première distillerie locale dédiée notamment à la fameuse boisson anisée. Des pages par dizaines, centaines, voire par milliers, l'été, c'est bien connu, est le moment idéal pour se plonger dans la lecture. Au bord de la mer, dans un parc ou plus simplement dans les transports, les livres se dévorent un peu partout. À Épinal, même la gare SNCF s'y met. Une bibliothèque en libre service permet aux voyageurs de prendre ou de déposer un ouvrage. Les détails avec ce reportage de Marie-Danielle Rogowitz pour Vosges TV. Les halls de gare deviennent des lieux de partage culturel. C'est le concept de l'opération Gare aux livres proposée par la région Grand Est. Épinal est la 3e gare de la région après Célestat et Troyes à disposer d'une boîte à livres en libre service. Ça ne fait pas du tout concurrence au commerce parce qu'on est vraiment dans une notion de partage et on est sur un autre thème. Et je pense qu'en réalité, ça peut amener du monde en gare pour découvrir qu'il y a un commerce, prendre un livre, boire un café. C'est une boîte ouverte, on y prend, on y donne. Comme on dit dans les bibliothèques, quand on déstocke des ouvrages non utilisés, on désherbe. Eh bien, il faut faire du désherbage aussi chez soi et puis s'enrichir de la lecture des autres. Gare aux livres, c'est aussi une opération pour soutenir les métiers d'art. Le mobilier en bois rappelle ainsi un livre ouvert avec son rayonnage qui figure la trame des voies ferrées conçue par l'ébéniste messin Sacha Tognoli avec le concours des apprentis du CFA de l'IFOL-le-Grand. Et l'on doit à Simon Bailly, ancien étudiant de l'École supérieure d'art d'Épinal, l'illustration de cette initiative régionale. Mais il y avait également un invité de marque, l'écrivain spinalien Nicolas Mathieu, lauréat du Goncourt 2018. Son roman, Leurs enfants après eux, va être adapté au cinéma, tourné en partie dans les Vosges. Les livres sont pour lui des invitations au voyage. C'est toujours bien que la littérature, la lecture sortent des clous, qu'elle sorte des bibliothèques, qu'elle sorte des écoles et qu'elle essaye un peu de s'infiltrer partout. Au moins, contrairement au piano qu'on voit dans toutes les gares, c'est un dispositif silencieux. Une boîte à livres qui pourrait, qui sait, inspirer un prochain roman. Il y a un commerce des livres qui se produit là, c'est-à-dire que des gens en déposent, des gens en empruntent. Il y a toute une circulation presque amoureuse des ouvrages et on rêverait que ça produise presque des rencontres. Et dans la région, les gares de Chaumont et Pont-à-Mousson seront les prochaines à être dotées d'une boîte à livres. Voilà, et derrière ces livres que l'on aime tant lire et partager se cachent bien sûr des auteurs de talent. Et contrairement aux idées reçues, le brio n'est pas une question d'âge. À 10 ans, Maya a déjà publié son premier roman, l'histoire d'une adolescente écrivaine qui veut résoudre l'énigme de la disparition de sa mère. Une intrigue que nous dévoile Louis Sabas pour Via ATV. Regardez. Je m'appelle Alissa Davador, je suis une orpheline et j'ai 15 ans. Je vis aux États-Unis. Des lignes extraites du roman En quête de réponse. De Satin Rose. Elles sont lues par l'autrice elle-même, Maya. Elle avait décidé de ne pas partir. L'histoire de Alicia, une jeune fille de 15 ans, et sa mère a disparu quand elle était toute petite. Donc elle va en Italie à la base pour chercher l'inspiration, mais au final, elle essaye de retrouver sa mère. À 10 ans, Maya est une fervente lectrice. C'est naturellement qu'elle aussi a eu envie de faire comme ses modèles, partager des histoires. Je lis beaucoup. Je passe parfois ma soirée à lire et c'est pour ça que j'ai voulu écrire parce que c'est quand même certains de ces livres sont mes modèles, par exemple comme Guillaume Musso, Agatha Christie. Il a fallu une année à Maya pour écrire son roman. Au départ, une surprise pour Hélène, sa maman. Quand elle m'a dit qu'elle écrivait un livre, en réalité, elle avait déjà bien commencé. Elle avait commencé toute seule dans son coin, donc j'ai été étonnée. J'avoue que j'ai pris ça un peu à la légère au début.
Et comme sa mamie faisait les corrections, elle m'a dit c'est bien et tout. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, tu penses que ça peut vraiment arriver au bout? Et Maya arrive au bout de son entreprise. Sa maman décide d'éditer le roman, juste pour la famille au départ, mais on peut faire l'acquisition du livre sur la plateforme d'auto-édition utilisée par Hélène. Je lui ai dit, si tu arrives à finir le livre pour décembre, on va l'offrir à Noël. Donc on l'a imprimé en 12 exemplaires pour la famille proche. Et ensuite, le site propose de vendre le livre sur sa plateforme. Donc bon, comme ça ne coûtait rien, j'ai dit, bon, pourquoi pas, allons-y. Et du coup, pour le trouver, il faut aller sur la plateforme The Book Edition. Et sur cette plateforme-là, on peut l'acheter en PDF ou alors se le faire livrer. L'écriture plaît à Maya, à tel point qu'un deuxième livre est dans les tuyaux. Patience, car la petite reine de l'intrigue n'a voulu dévoiler aucun indice. Et on souhaite évidemment un beau succès littéraire à Maya. Tout à fait autre chose, sans transition dans ce journal, intéressons-nous à présent à une innovation girondine pour éviter les feux de forêt en cette période estivale, les bornes communicantes. Le principe est simple, interpeller les promeneurs et passants en leur donnant quelques informations utiles à l'entrée des massifs forestiers. Des précisions de Diane Douzillet pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Si vous circulez à vélo sur la presqu'île du Cap-Ferret, tendez l'oreille. Notre massif forestier est fragile. Il est interdit de fumer, d'utiliser du feu, de pratiquer le camping isolé. Ce n'est pas votre conscience qui vous rappelle à l'ordre, mais bien cette borne communicante. Munie d'un détecteur de mouvement, elle délivre des messages de prévention lorsqu'elle détecte votre présence à 3 mètres. Des messages adaptés en temps réel, en fonction du niveau d'alerte. Une première en France, plutôt bien accueillie par ses passants. Nous sommes en risque feu de forêt modéré à sévère. Pour plus d'informations, veuillez contacter la municipalité. Super. Ça n'empêchera pas les gens de mettre le feu, malheureusement, ni de fumer, ni quoi que ce soit. À l'époque où nous vivons, vu les incivilités, ça va être compliqué, mais c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas assez fort, je peux à peine entendre. Et ce serait utile que ce soit traduit en anglais, mais l'idée est excellente et ça fait prendre conscience du risque. Rappeler les risques et prévenir en cas de départ de feu. Quand les gens rentrent dans le massif forestier, ils ont l'information du risque et s'il est autorisé, pas autorisé. Ce qu'il faut savoir qu'en fonction des risques, notamment le risque sévère, juste sévère, donc en orange, le massif forestier est interdit que de 14h à 22h. Au moins, là, cette borne, il y a beaucoup plus de réactivité, on la paramètre et comme ça, à 14h, elle délivre le message comme quoi on est en risque sévère. 8 bornes fonctionnant à l'énergie solaire seront installées dans le massif forestier sur toute la commune de Lège-Cap-Ferret d'ici l'été. Les emplacements sont stratégiques sur des carrefours de pistes cyclables en forêt. Ces bornes ont été financées pour moitié par des subventions. Au total, la commune de Lège-Cap-Ferret a investi 200 000 € dans la lutte contre les incendies. Souvent terne et plutôt désagréable visuellement dans nos rues, les transformateurs électriques se parent de couleurs dans l'aube. Un artiste peintre et enseignant redessine les murs monotones de ces lieux. L'occasion, vous allez le voir, de mettre de la couleur grâce à des fresques urbaines. Un reportage de la rédaction de Canal 32. La jungle, les fonds marins, l'artiste Kekra a eu carte blanche pour peindre les murs de 3 transformateurs électriques à Bar-sur-Aube. J'ai proposé à la ville de faire quelques fresques dans la ville, donc sur des transformateurs électriques, des lieux assez peu valorisés. Donc l'idée c'était de rendre ces murs assez grisâtres, assez disgracieux, de leur apporter un peu de couleur. À Bar-sur-Aube, comme dans d'autres villes en France, les transformateurs électriques étaient des endroits, étaient des lieux moches, gris, et qu'il fallait apporter de la couleur. L'artiste nous a proposé un projet. Nous avions déjà travaillé avec un autre artiste. Nous avons la chance d'avoir des artistes, on va dire locaux, même s'ils ne sont pas nés dans notre ville de Bar-sur-Aube, et ils font part de leur talent sur notre cité Bar-Albin. Jérôme, alias Kekra, est professeur d'art plastique au collège Gaston Bachelard. Pendant son temps libre, il met de la couleur dans la ville. L'artiste aura travaillé 40 heures sur cette fresque. C'est né d'un voyage que j'ai fait à Mayotte il y a environ 2 ans. Cette jungle-là, ça s'est nourri de cette forêt secondaire très luxuriante qu'on retrouve à Mayotte et des coraux également. En fait, je viens ponctuellement entre 2 cours d'art plastique et je compte pas trop le temps. En fait, ça commence par un fond qui est fait au rouleau. Donc je pose mes couleurs principales et ensuite je travaille à la bombe de peinture.
et au pinceau pour des finitions plus précises. Mais l'essentiel, c'est vraiment un travail à la bombe de peinture. Les fresques sont bien accueillies dans le paysage malgré le décalage d'univers avec la cité Baralbine. J'ai vraiment de très bons retours, donc je suis content. Ça touche en fait un maximum de personnes en termes de génération, en termes de milieu social. Tout le monde n'apprécie pas forcément, mais ça me permet de toucher un public assez large. Les gens apprécient qu'il y ait un peu de nouveauté aussi dans la ville, qu'on casse un peu cette grisaille. D'autres projets artistiques sont prévus par l'artiste et la mairie. Pour le moment, ils sont encore gardés secrets. Le rendez-vous est pris dans un an. Les athlètes du monde entier se rendront alors à Paris pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Et avant de briller devant les caméras et spectateurs, l'heure est évidemment à la préparation. Parmi les nombreuses chances de médailles françaises, Florian Joigny compte bien rafler une nouvelle récompense. Cet Isérois, champion de France, d'Europe et du monde de paracyclisme, n'a qu'un but en tête, décrocher l'or olympique. Jade Lanier, journaliste pour Télé Grenoble, l'a rencontré lors d'un entraînement. Regardez. Bourdoisan, Almont, le col de la Croix de Fer ou encore l'Alpe d'Huez, ces routes, Florian Joigny les connaît par cœur. Des lignes droites, des courbes, des virages en épingle et de nombreuses pentes. C'est un véritable terrain de jeu à ciel ouvert que ce paracycliste emprunte presque tous les jours lors de ses entraînements. J'ai un coach qui est en Italie, il est sur Bologne, il m'envoie des entraînements toutes les semaines. Après il adapte au jour le jour, mais je m'entraîne à peu près 6 jours sur 7 et c'est des séances variables. Ça va de 5-6 heures sur des séances plus courtes qui font 1h30, 2 heures. Il y a aussi un aspect mental, donc là j'ai un coach mental que je vois en visio généralement une fois tous les 15 jours, qui m'apporte des astuces pour aborder les compétitions plus sereinement. Ce jour-là, le champion de France de handbike s'entraîne durant 1h40 sur les routes de Loisan. Une séance courte mais intense avec un parcours de 50 km et 500 mètres de dénivelé. On essaie de varier les exercices. Il y a des moments où on fait des séances longues, plutôt d'endurance. Et puis là, c'était plutôt une séance de PMA, donc puissance maximale aérobie. Donc avec des exercices courts mais assez intenses. Donc voilà, au niveau musculaire, ça sollicite pas mal les bras, les épaules. Champion du monde de paracyclisme, l'athlète veut conserver son titre et atteindre de nouveaux objectifs. Je pense surtout à Paris l'année prochaine. Puis là, cette année, moi j'ai le maillot de champion du monde, donc j'ai à cœur de le défendre du mieux que je peux au mois d'août à Glasgow. Donc c'est des objectifs qui vont être importants dès cet été. Triple médaillé lors des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, Florian Joigny espère faire aussi bien lors des JO de Paris en 2024. Voilà, et on lui souhaite évidemment de réaliser une belle moisson de médailles l'an prochain à Paris. Pas de médailles dans son viseur, mais des trésors sous-marins. Allier photographie et plongée, c'est le quotidien de Stéphane Le Gallet. Ce Corse d'adoption a gagné de nombreux prix grâce à son talent pour la photo. Spécialiste des épaves, il plonge régulièrement sur le B-17, un bombardier américain vestige de la Seconde Guerre mondiale. Paul Claret et Lucas David ont rencontré cet amoureux de la mer. Un reportage pour Télépaésé en Corse. Dans l'eau, le temps se fige et Stéphane Le Gallet, lui, fige le temps avec son appareil photo. Ce passionné capture les trésors que lui offre la vie sous-marine corse depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai commencé à plonger comme tout le monde par un baptême, un deuxième baptême, un troisième baptême et puis après on a l'impression d'être à l'aise et en fin de compte pas du tout, donc j'ai fait mes formations à Bastia. Quand j'ai commencé à plonger, tout de suite il me fallait que j'ai un appareil photo parce que ce que je voyais sous l'eau, j'ai dit c'est pas possible, il faut le montrer aux gens. Aujourd'hui, il plonge sur le B-17, un bombardier américain échoué en 1944 au pied de la citadelle de Calvi. Une épave qu'il connaît par cœur et grâce à laquelle il a remporté le premier prix du Festival international de l'image du monde sous-marin en Bretagne en 2021. Une fois son matériel prêt, Stéphane se jette à l'eau et un nouveau monde s'offre à lui. Un monde qu'il essaye de transmettre à un maximum de personnes à travers ses photos.
J'ai commencé très tôt à avoir un site internet où je mets mes photos, mes aventures, etc. C'est un moyen de communication à la fois qui me permet moi de montrer mon travail et de le faire partager, mais aussi de pouvoir montrer aux gens qu'on a beaucoup de choses, que la Corse est très riche. Moi j'ai recensé à peu près une centaine d'épaves que j'ai faites en plongée, que j'ai photographiées. Après avoir photographié des récifs et des épaves qui lui ont permis de réaliser 2 bandes dessinées auto-éditées, Stéphane se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure. J'étais très allergique à la plongée de nuit. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Pierre-Jean et il m'a initié à la plongée à partir de la plage, dans 10 mètres d'eau. Une fois par semaine, tous les deux, on part passer 80-90 minutes sous l'eau, dans 10 mètres d'eau, et on fait une photo toutes les 2 minutes. Il y a des crevettes, des caramotes, des raies, du denti. C'est un monde extraordinaire. La puissance des photos de Stéphane Le Gallais permettent aussi de prendre conscience de la fragilité du milieu marin et de la nécessité de le protéger. Chaque année, c'est environ 230 000 tonnes de déchets plastiques qui finissent leur course en Méditerranée. Des profondeurs marines corses aux magnifiques paysages côtiers bretons dans ce JT. Découvrons à présent l'un des trésors du Finistère, l'île Tristan. Un espace naturel protégé et désormais accessible à pied lorsque la marée le permet. 7 hectares de verdure et de nature qui se dévoilent pour le plus grand plaisir des visiteurs. Un sujet de Maël Delmure pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Site protégé depuis 1995 par le Conservatoire du Littoral, pour la première fois l'île Tristan est ouverte au public en accès libre selon la marée, une initiative prise par la municipalité de Douarnenez, le temps d'une expérimentation. On parle d'accès libre, on devrait même plutôt parler d'accès non encadré, c'est-à-dire que la particularité de cette île, c'est son accès. Elle a un tout petit accès, on passe en file indienne pour la rejoindre, qui n'est accessible qu'à certains coefficients, et il est très facile de se faire piéger. Les visiteurs sont libres de visiter l'île à condition de respecter les consignes pour respecter la biodiversité, mais aucun contrôle n'est effectué le temps de l'expérimentation, la municipalité faisant confiance au civisme des visiteurs. Rejoindre cette île à pied, ça semblait vraiment presque une aventure, voilà, à guet, en plus avec les pieds un peu mouillés à l'aller et bien au sec au retour. Et ce qui est agréable, c'est en plus qu'il n'y a pas trop de monde, on est assez tranquille sur l'île, on peut faire tout le tour sans problème. C'est bien balisé et on ne se perd pas non plus. Jusqu'au 7 juin, les visites libres sont mises en place, une initiative prise par la municipalité de Douarnenez pour faire découvrir ce havre de paix, fui par les locaux lors des périodes de haute saison. Ce qu'on espère, c'est permettre d'améliorer le confort de visite en ayant un flux plus diffus, ça c'est une chose. Et puis aussi permettre aussi aux locaux de pouvoir accéder à l'île avant la saison touristique. Et c'est le pari qui est fait, quoi. C'est la première fois où nous réussissons à y mettre les pieds. Précédemment, on a toujours été contraints par les marées, par le temps, par les créneaux d'accès. La mairie, elle, devrait annoncer prochainement si elle souhaite renouveler l'expérience des visites libres. Il est l'une des boissons emblématiques de vos apéritifs estivaux. Le pastis est un véritable emblème qui rime bien entendu avec soleil et Provence, mais pas seulement, vous allez le voir. En Haute-Savoie aussi, on sait apprécier les saveurs anisées. La preuve à Annecy, où Ludovic Roche a fait du pastis sa spécialité grâce à sa distillerie. Une rencontre faite de vapeur que nous propose Victoria Lopez pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Regardez. Il nous chante des souvenirs d'été. Ces notes anisées rafraîchissent les parties de pétanque disputées sous un soleil de plomb. Le pastis nous parle du Sud et tient une place à part dans nos apéritifs. Ludovic Roche a fait le pari de produire le sien à Annecy. C'est un alcool populaire et c'est quelque chose qu'on boit dans tous les cercles. Et j'aime ce côté populaire, j'aime ce côté de partage de nouveau. Il est important et on a tous le droit à notre petit apéro. Dans sa distillerie du Saint-Esprit, ouverte il y a quelques mois, la partenaire incontournable de Ludovic trône fièrement à l'entrée. Bibiane, de son petit surnom, est un alambic en cuivre fabriqué sur mesure. L'idée, c'était à la fois de faire un alcool bon, mais aussi un alcool qui ne soit pas pesant et donc qui soit plutôt léger à digérer. Bibiane est là pour ça, c'est son travail. Avec Bibiane, entre le Saint-Esprit et les valeurs savoyardes, Ludovic Roche s'en remet ici au savoir des anciens. Il prône un retour aux sources, aux plaisirs simples, aux produits authentiques.
Inspirés de son pays, la Savoie, fabriqués à partir de fruits locaux, ces alcools se partagent. Ce sont des spiritueux que l'on boit avec modération, certes, mais avec une passion sans limite. L'idée, c'est pas de me mettre en avant, mais c'est plutôt de mettre en avant justement la culture, le produit, les produits, ceux qui ont aussi participé à tout ça. Et je parlais d'esprit communautaire. Il y a vraiment derrière tout ça une volonté à se rattacher à ce que pouvait être l'eau de vie avant et arriver à créer des eaux de vie d'antan. Et donc je suis friand de tous les conseils que nos anciens peuvent m'apporter parce qu'ils ont ces habitudes, ces petits gestes parfois tout simples, mais qui en disent beaucoup et qui surtout, moi, m'indiquent des gestes à avoir ou des directions à suivre. De la cuve au pouvoir presque divin de Bibiane sort aussi un gin aux saveurs intenses et d'autres esprits qui nous feraient presque perdre la tête. Mais c'est bien le pastis de Ludovic qui reste la star de l'atelier et qui participera d'ailleurs prochainement au championnat du monde à Londres. Il ne reste donc plus qu'à espérer que le Saint-Esprit porte chance aux distillateurs savoyards. Allez, remontons le temps dans cette édition avec les métiers d'autrefois. Dans la Sarthe, des passionnés veillent au patrimoine historique de leur territoire grâce à un musée d'antan. Les vieux outils, gardiens des savoir-faire presque perdus, y sont exposés. Un musée en forme de mémoire matérielle que nous fait découvrir Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. C'est un endroit où la rouille raconte l'histoire. Celle de nos aïeux jadis briquetiers, tonneliers ou sabotiers. Là, on a deux énormes machines en fonte qui ont permis, au début 20e encore, de fabriquer de façon mécanisée ce que nos anciens faisaient à la main avec des outils différents. Voilà 20 ans que Richard et d'autres bénévoles ont fondé ce musée en hommage au métier d'antan. La première chose, c'est sauver la mémoire. Et pour sauver la mémoire, eh bien, l'outil, la machine, l'instrument, c'est fondamental. On a trop d'outils qui sont partis à la ferraille, de bois qui ont été brûlés. Donc là, on est dans un lieu de mémoire, un lieu de sauvegarde. Effectivement. Des milliers d'outils, bien souvent donnés, parfois restaurés, témoins de savoir-faire implantés en Sarthe, comme la fabrique de bardage. Ou tout simplement témoin d'une époque et d'un quotidien. On a des pièges pour prendre les taupes, on a la cisaille pour tailler la haie, on a aussi les accessoires de la cheminée, on a des trépieds. C'est à l'occasion du départ d'un paysan, quand il part à la retraite, il y a toujours du fourbi. Alors justement, le fourbi, c'est ce qui nous intéresse. Ce sont des outils souvent anciens, ils sont même parfois cassés, il manque un manche, etc. Ils ne servent plus à personne. Mais ils vont garder un intérêt pour nous, ils vont être la matière de notre musée. Un musée en recherche de bénévoles et notamment de jeunes, car faire vivre ce patrimoine demande du temps. Les visites se font sur rendez-vous à Pruyé-l'Aiguillé. Voilà, et tous ces objets, connaissances et souvenirs d'autrefois seront également mis à l'honneur le mois prochain par une association mosellane. Durant tout un week-end, elle proposera une série d'animations au cœur d'un château historique, une reconstitution d'une vie passée avec pour objectif de sauvegarder le patrimoine culturel, comme nous le raconte Jonathan Vaucher pour Moselle TV. On va commencer à travailler en ligne vers là-bas. Le château de Romécourt, comme au début du XXe siècle. Pas de problème. Allons-y, mesdames. Charpentier, tailleur sur pierre, faucheur ou encore potier, tous les corps de métier d'un village d'antan seront reproduits durant un week-end. C'est un métier qui n'a pas disparu et puis qui tend même à avoir un regain d'intérêt pour tout ce qui est artisanal et l'artisanat d'art et le travail de la terre. Le tour a plus de 3000 ans, est arrivé 3000 ans avant notre ère, donc à plus de 5000 ans, mais les gestes sont exactement les mêmes. Dans cette ferme fortifiée d'autrefois, le public venait déjà nombreux depuis 2 saisons pour assister au roman de Romécourt, un spectacle nocturne son et lumière. Cette année, la journée entière sera consacrée à faire revivre la vie de ce château. Quand j'ai conçu le roman de Romécourt avec Multifonction, c'était de faire ça.
de reconstituer la ferme. Ça a un peu dévié, j'ai raconté l'histoire de la famille, mais là, on va davantage raconter l'histoire du pays des étangs, de la Moselle, comment on travaillait autrefois, parce que même les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui habitent à la campagne, ils ne connaissent pas tout ça. En plus de la ferme pédagogique, les enfants pourront découvrir des métiers manuels, comme la tonte de mouton ou la boulangerie. J'aime plus transmettre le savoir que transmettre le pain, même si offrir du pain à quelqu'un, ça donne toujours le sourire. Mais c'est vrai aussi faire comprendre aux gens que acheter des pains à 1 € en supermarché, c'est impossible d'avoir une qualité de travail ou une qualité du produit. Et effectivement, transmettre ce genre de manière de penser, ça me semble pertinent. Il était une fois Romécourt se déroulera le week-end du 19 et 20 août avec l'aide de 85 bénévoles qui sont déjà en pleine forme pour leur rôle. C'est l'heure du casse-croûte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires de l'été. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.